Il existe différentes lois. C'est pas forcément la plus connue. On peut peut-être commencer par celle-ci, hein, qui est une des plus connues, la loi de Murphy, élaborée par l'ingénieur aérospatial américain Edward A. Murphy, est un adage. Alors, qu'est-ce qu'un adage? C'est une énonciation courte, facilement mémorisable, rendue crédible par son utilisation ancienne et qui relate un certain fait important, nié, tiré d'une expérience considérée vraie par la majorité, qui affirme tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Ou selon une variante plus détaillée, s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie. Ça me fait trop rire, rien qu'à lire. On a tous vécu ça. On peut interpréter cette loi de deux manières. L'une sarcastique, elle est de prendre l'adage à la lettre et de l'ériger en principe pessimiste. Vu sous cet angle, la loi de Murphy est le postulat, élevé au rang de principe fondamental de l'univers et que le pire est toujours certain. L'autre approche consiste à prendre la loi de Murphy comme une règle de conception. On ne la considère pas vraiment comme vraie, mais par prudence, on conçoit tout système comme si elle était vraie. Donc le scénario catastrophe. En particulier, un équipement doit être à l'épreuve non seulement des accidents les plus improbables, mais aussi des manœuvres les plus stupides de la part de l'utilisateur. Elle justifie donc les principes de conception de sûreté, préconisant à planifier et d'éliminer d'emblée les possibilités de la mauvaise utilisation, par exemple à l'aide de détrompeurs. Bon. On va dire c'est un terme usuel, hein, la loi de Murphy, mais derrière on en tire quand même pas mal de choses qui sont aussi un petit peu techniques, qu'on pourrait utiliser en entreprise, hein, par exemple, hein, pas que dans le personnel. En entreprise, ça voudrait dire que bah, c'est une gestion de la qualité, c'est-à-dire que, bah, attention, c'est surtout gestion des risques, hein, qui inclut parfois dans la gestion de la qualité, mais les risques, c'est-à-dire, bah, par exemple, une entreprise pharmaceutique, quel est le risque pour que bah, un produit rencontre un autre qu'il ne devrait pas, donc il y a une infime partie, et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'ils font des analyses pour bien être sûr qu'il n'y ait qu'un seul type de produit dans les comprimés et pas d'autres. Ça peut être pour plein d'autres choses, hein. L'origine de la loi de Murphy n'étant pas claire, il est difficile de donner la formulation canonique. Alors, voici quelques-uns des énoncés les plus courants. Si ce gars a la moindre possibilité de faire une erreur, il le fera. Si cela peut mal se passer, cela arrivera. S'il y a une façon de faire... Oui, bon, ça, on les a déjà lus. Historique. Les versions diffèrent selon sur l'origine précise de la loi de Murphy et sa formulation initiale. De 1947 à 1949, aux États-Unis d'Amérique, fut conduit le projet MX 981 à la base Muroc de l'USS Force. Le but du projet était de tester la tolérance humaine à la décélération. Les tests utilisaient un chariot propulsé par une fusée et monté sur un rail avec une série de freins hydrauliques en fin de parcours. Les premiers tests utilisaient un mannequin attaché à un siège sur le chariot, mais le mannequin fut bientôt remplacé par le capitaine John Paul Stapp. Pendant ces tests, surgirent des questions sur la précision de l'instrumentation utilisée pour mesurer la décélération endurée par le capitaine Stapp. Edward Murphy proposa d'utiliser les jauges électroniques de mesure d'effort attachées aux pinces de retenue du harnais du capitaine Stapp pour mesurer les forces exercées de chacune de ces pinces durant la rapide décélération. L'assistant de Murphy câbla le harnais et un test fut réalisé avec un chimpanzé. Cependant, les capteurs indiquèrent une force nulle. Il apparut que les capteurs avaient été montés à l'envers. C'est à ce moment que Murphy, frustré par l'échec de son assistant, prononça sa célèbre phrase « If that guy has any way of making a mistake, he will ». Si ce gars a la moindre possibilité de faire une erreur, il le fera. Sur la version de George Nichols, ingénieur présent lors de cette expérience, la formalisation de la loi de Murphy vint pendant une discussion avec les autres membres de l'équipe. Elle fut condensée en si cela peut se produire, cela arrivera, et nommée la loi de Murphy pour se moquer de ce Nichols perçu comme de l'arrogance de la part de Murphy. D'autres, et particulièrement Robert Murphy, l'un des fils d'Edward Murphy, nie cette version et clame que la phrase de Murphy était plutôt dans l'esprit if there's more than one way to do a job and one of those ways will result in
disaster, then somebody will do it in that way. S'il y a plus d'une façon de le faire et qu'elle conduit à un désastre, alors il y aura quelqu'un pour faire cette façon. Dans les deux cas, la phrase connut la notoriété après une conférence de presse dans laquelle il demandait à Stapp comment il était possible que personne n'eût été gravement blessé durant les tests. Stapp répondit que cela avait été possible car ils avaient pris la loi de Murphy en considération, loi qu'il expliqua. Il ajouta en général il était important de considérer toutes les possibilités avec un test. L'énoncé de la loi de Murphy s'implanta rapidement dans les milieux techniques associés à l'aéronautique, puis à ceux associés à d'autres domaines de l'ingénierie. Au fil du temps, plusieurs variantes se sont répandues dans le grand public, dont la version maintenant désignée comme loi de Finagle. Ah, on va pouvoir la voir. Certains aphorismes littéraires, la loi de Murphy exprimaient déjà la même idée. Voilà. Loi de Finagle. Le corollaire de Finagle à la loi de Murphy, comme déjà mentionné, est rendu par la phrase « Oui, ok, ce terme, machin, il n'a jamais eu le succès de la notion de la loi de Murphy. » Ok, oui. C'est quoi, c'est toujours sur la loi de Murphy, ça, ou quoi? Ah ouais. Ok, donc on va pas aller sur l'historique, donc ça on a vu. D'arriver, on va pas aller trop non plus. Corollaire à extension, qu'on a vu qu'il y avait corollaire de Finagle. Quelques cas où on s'en fout. Dans la culture populaire, on s'en fout. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à une autre loi? On va peut-être faire celle-là. Loi de Brandolini. Je l'ai vue tout à l'heure parce que j'étais sur un article juste avant de lancer le live qui parlait du médecin de Marseille là, pendant le Covid, je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai vu loi de Brandolini. Je n'ai pas lu l'article, je ne sais pas de quoi ça parlait, mais en tout cas, il y avait sa photo. Donc ça parle peut-être de lui ou peut-être pas. Mais on va le lire ensemble, je pense que ça va être très intéressant. La loi dite de Brandolini, ou le principe d'asymétrie des baratins. Ok, bon, je vois déjà de quoi ça parle et pourquoi. Et l'aphorisme. Alors, aphorisme. Aphorisme est une sentence énoncée en peu de mots qui résume un principe ou cherche à caractériser un mot, une situation sous un aspect singulier. Par certains aspects, il peut se présenter comme une figure de style lorsque son utilisation vise des effets rhétoriques. La rhétorique est l'art de l'action du discours sur les esprits. Le mot provient, on s'en fout, selon, plus précisément, selon Ruth, telle qu'elle a été abordée par la culture grecque antique, la rhétorique peut être considérée comme une théorie de la parole efficace liée à la pratique oratoire. Alors, selon lequel la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Ouh là là, on va la relire. Hein. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Il faut plus d'énergie pour réfuter une connerie que pour la produire. Ainsi, s'il est facile de créer une fausse information sur le fond et la forme, en quelques minutes, il faudra probablement plusieurs heures pour démonter chaque point et montrer la fausseté de l'ensemble. Ce principe critique la technique de propagande qui consiste à diffuser de l'infox en masse, pour exploiter la crédulité d'un certain public en faisant appel à son système de pensée rapide, instinctif et émotionnel. Et oui, c'est celui qu'on utilise assez fréquemment si on ne réfléchit pas un minimum et si on ne se pose pas un minimum pour réfléchir et voir toutes les possibilités. Pour ça, quand on doit prendre une décision, il vaut mieux le faire tranquillement, attendre, réfléchir un petit peu, ou attendre le lendemain si on le peut, et prendre une décision. Le principe, et surtout se renseigner, ça c'est hyper important, parce que c'est le savoir ne vient pas comme ça, quoi. Historique, le principe est généralisé pour la première fois le 11 janvier 2013 par le programmeur italien Alberto Brandolini sous le titre de Bullshit Asymmetry principe. Puis rendu célèbre après la publication sur Twitter d'une photo montrant une diapositive d'une présentation effectuée par Brandolini lors conférence XP, voilà, on s'en fout,
Brandolini formule ce principe après avoir entendu une interview de l'homme politique italien Silvio Berlusconi, très connu, qui a été président plusieurs fois, plusieurs années, dans laquelle il formule de nombreuses affirmations fausses sans que le journaliste l'interroge et ne le contredise, malgré le travail de nombreux journalistes qui vérifiaient ses propos en parallèle. Intérêt, il ressort de cet aphorisme que la désinformation a un avantage important sur la vérité, car rétablir la vérité est particulièrement coûteux en temps et en énergie. Ce principe est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas renverser la charge de la preuve. Est un sophisme qui, dans un débat artistique, a avancé un fait en incombant la charge de la preuve à son contraire et à son interlocuteur. En science et en droit notamment, la charge de la preuve revient toujours à celui qui affirme, sinon n'importe qui peut affirmer n'importe quoi sans la moindre preuve. Un autre corollaire est que dans un débat oral, le principe d'égalité du temps de parole pénalise ceux qui doivent contrecarrer les assertions erronées. La loi de Brandolini est ainsi formulée, invite à réagir de machin, Jean-Luc Mélenchon, quoi. La loi de Brandolini vous dit que vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a quelque chose d'inexact et quelqu'un essaie d'expliquer pourquoi c'est inexact. La personne qui essaie d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours, effectivement. Effectivement, parce que ça met beaucoup plus de temps, hein. On le voit. Actuellement, dans tout ce qui est info, il y a beaucoup de bullshit, hein. Et en fait, on peut dire n'importe quoi, et tant qu'on peut être persuasif, il y aura toujours des gens pour le comprendre, enfin, pour l'entendre, et ce sera toujours difficile de contrecarrer. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la Terre plate. Voilà. La Terre plate. Voilà, bon, je suis jamais allé dans l'espace, mais je sais que c'est faux. Voilà. Donc il y a eu un mec un jour, il a dit platiste. Bon, c'est un peu un coup, ça faut lire. Hein. On va pas le voir aujourd'hui, mais ça c'est quand même de la manipulation politique. Hein. Ça sert les politiques dans un certain sens. Hein. C'est pas fait pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a dit la Terre elle est plate, c'est faux ce qu'on nous dit, on n'est jamais allé sur la Lune, etc. Donc il y a des groupes qui existent. Personne n'est d'accord d'ailleurs comment est formé le monde. Il y en a certains qui vont dire c'est des énormes chutes d'eau, c'est impossible de tomber. C'est un ramassis d'imagination, on va pas dire autre chose. Mais ce n'est pas... C'est une fausse information et qui est difficile de faire enlever à certaines populations. Alors, exemple durant la pandémie de Covid. Je vois pourquoi on en vient là et pourquoi j'avais cette photo du médecin de Marseille, on ne va pas le nommer. Journaliste montréalais donne l'exemple d'une vidéo réalisée par une personne sans aucune expertise médicale, contenant de nombreuses erreurs et qui a été vue plus de 2 millions de fois. La vérification de chacune des affirmations nécessitait d'appeler des experts, de transcrire les interviews, puis de synthétiser le tout. Ça a pris 15 minutes pour faire sa vidéo et ça a pris 3 jours pour la fact-checker. C'était pas le même truc que je voulais dire, en fait. C'était pas du tout la même chose. Bon, je croyais que ça allait parler du médecin, parce que c'est le sujet. Bref. Perrin tient un discours hallucinant de complotisme. Il parle de complot mondial, etc. C'est une séquence d'1 minute sur ce machin. Ok. On va pas le dire. On va pas le lire, mais en gros, c'est difficile de revenir sur des fausses informations. On va pas lire les deuxièmes. Je pense que les 2 autres lois, on va les garder pour la prochaine fois. Il y en a 2. En tout cas, c'était très intéressant. Je la connaissais pas du tout, la loi de Brandolini, et du coup, je suis quand même ravi d'avoir pu la partager avec vous.